Bonjour Amélie. Bonjour Bernard. Suite à la dernière vidéo dans laquelle vous avez parlé particulièrement de deux livres, En quête de sens, et du roman Va, ton cœur connaît le chemin. Bon. On ne sait pas trop exactement. L'un, c'est un roman initiatique. Quel est l'objectif numéro un à travers trois personnages? Amélie, la narratrice, Mélina, l'héroïne, et Bouboule, aux boulettes, qui effectivement est discrète, mais est bien présente. Oui, oui. Qui s'appelle Gargamel d'ailleurs dans le Qui est dans le livre, qui s'appelle Gargamel. Merci de rectifier. Alors l'objectif numéro un, donc pour répondre à ta question, c'est vraiment le pardon. Le pardon, de transmettre cette notion de pardon inconditionnel que va expérimenter l'héroïne du livre, Mélina, à travers son expérience de mort imminente. Donc cette expérience assez intense qu'elle vit quand elle se fait agresser par son conjoint. Un peu plus agresser. Oui, elle se fait étrangler par son conjoint. Oui, oui. Et du coup, c'est vraiment pour elle, finalement, cette expérience-là, passer le moment précis, fatidique, va être une opportunité pour elle d'accéder à un autre état de conscience. Voilà, d'accéder à un autre et d'expérimenter vraiment cette notion de pardon inconditionnel quand elle va être projetée dans le corps mental, physique, énergétique, les corps de son conjoint, de son agresseur, de son agresseur conjoint, voilà, qui est l'un et l'autre finalement. C'est intéressant ce que vous dites, mais est-il nécessaire, voire souhaitable, de se faire étrangler pour accéder à cet autre état de conscience qui permet d'avoir une autre vision sur le pardon que celle que nous avons tous les jours? Alors nécessaire non, souhaitable non plus, mais elle c'est son expérience et finalement elle l'a pas choisi. Par contre justement ce qu'elle va vouloir transmettre après par la suite, c'est de transmettre cette notion de pardon, mais ça peut être par justement des cheminements, donc des outils qui vont amener ça. Donc là, elle parle du rêve lucide, elle parle de la méditation, elle parle de plein de choses comme outils qu'elle propose dans le livre. Et elle interviewe d'autres personnes, donc ce sont aussi des vrais témoignages, d'autres personnes qui ont expérimenté ce pardon inconditionnel après avoir vécu quelque chose de souffrant, de douloureux de très sur fort, le moment, quoi, oui. de fort. Donc il y en a, ça va être aussi quelque chose d'assez fulgurant, radical, mais la plupart des témoignages, ça a été vraiment un cheminement. C'est des gens qui sont allés chercher des outils pour développer ça, pour expérimenter ce pardon, pour le travailler, c'est un vrai cheminement, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques outils, effectivement, qui ne nous imposent pas de se faire étrangler, de mourir en réalité? Est-ce que la NDE, est-ce que la projection de conscience en font partie? Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous connaissez et que vous maîtrisez? Oui, oui, tout à fait. Ben, moi-même, je suis sophrologue et praticienne en hypnose. Oui. Donc, c'est des méthodes où on va travailler sur les états élargis de conscience. Donc ces états élargis de conscience vont permettre, que ce soit par le biais de la sophrologie ou l'hypnose, d'accéder à des ressources intérieures plus facilement qu'en état ordinaire de conscience. Les états élargis de conscience, ou modifiés de conscience, mais le terme élargi me paraît plus convenir. C'est un état où la fréquence des ondes cérébrales s'abaisse, un état de détente en fait à la base, hein, c'est un état naturel, l'hypnose, on voit l'hypnose de spectacle où les gens sont dans une autre réalité, c'est un état naturel, même si ça peut paraître surprenant, mais dans lequel on se trouve naturellement plusieurs fois par jour, lorsqu'on laisse par exemple notre esprit divaguer, on est là mais on pense à autre chose, du coup on perd la notion du temps, de l'espace-temps. Vous parlez du rêve éveillé là? Non, non, l'auto-hypnose dans lequel on peut se trouver tous les jours. On se trouve d'ailleurs
Plusieurs fois par jour, naturellement. C'est un moyen, un moment où on déconnecte un peu le mental, on débranche. Le soir avant de s'endormir, par exemple, où on est encore conscient qu'on est réveillé dans notre chambre, dans notre lit, mais on a déjà un pied dans le sommeil, on est entre les deux. Les pensées sont plus ou moins rationnelles. Et le matin, à l'inverse, où on est encore conscient qu'on est... Enfin, on commence à être conscient qu'on se réveille, on entend les bruits environnants, mais on est encore à moitié... Voilà, on est entre deux eaux. Donc là, la fréquence des ondes cérébrales est abaissée par rapport à l'état ordinaire de conscience. Et c'est là qu'on va le plus ancrer les informations ou les suggestions amenées par l'hypnose, par le biais de visualisation, etc., que ce soit verbal, visuel, etc., vont plus s'ancrer plus profondément, en fait. C'est l'avantage des états élargis de conscience, de cet outil-là. Et qui reste quand même un outil qui va avec le libre arbitre, la volonté de la personne, parce que effectivement c'est un très bon outil, mais comme tous les outils, c'est la personne. Un outil. Voilà, c'est la personne qui va utiliser cet outil pour aller chercher les ressources en elle-même. C'est pas, il n'y a pas la vraie guérison, elle vient de soi. On va utiliser des outils extérieurs, l'hypnose, sophrologie, EMDR, enfin il y a d'autres outils. Mais voilà, il faut déjà vouloir changer son état d'esprit, sa perception des choses, faire ce cheminement-là, parce que c'est un cheminement aussi, c'est pas forcément radical, ou comme cette expérience de mort imminente où elle expérimente le pardon en quelques secondes. Voilà. Là, ça va être vraiment avec les approches voilà, thérapeutiques, un cheminement. Okay. Donc, plusieurs outils possibles, et dont l'hypnose peut être un outil. Oui. Est-ce que là, vous pourriez nous préciser, parce qu'on n'a pas tous la même définition de l'hypnose, et particulièrement dans le cas de l'hypnose spectacle. Dans les deux cas, c'est un état élargi de conscience, où on va amener... Alors bien sûr, le but ne va pas être le même. En spectacle, moi quand je proposais des spectacles, il y avait plusieurs intérêts. J'avais envie à l'époque, quand j'ai commencé, de vraiment démontrer le pouvoir de l'inconscient, enfin à quel point on a des ressources illimitées, chacun. On a les mêmes ressources à l'intérieur de nous, après on ouvre les portes ou pas, mais... donc voilà, j'avais envie de montrer qu'il y avait une autre façon de voir les choses, qu'on avait des ressources illimitées, enfin voilà. Et aussi le côté le spectacle ludique ou agréable aussi pour les gens qui sont dans un voyage. C'est une sorte de rêve éveillé où tout est possible, ils peuvent se prendre pour un aigle et voler, pour un dauphin ou nager avec les dauphins. Pour eux c'est réel parce que l'inconscient ne fait pas de différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc on peut vraiment vivre des moments forts avec cet outil-là. Après, l'approche thérapeutique avec l'hypnose ericksonienne va avoir un but plus profond, enfin, dans le temps, va aider à justement un cheminement, un changement dans la durée. Voilà, Disons que cette forme d'hypnose correspond davantage à une problématique que l'on souhaite changer. Voilà, oui, quelque chose qu'on souhaite libérer, changer, reprogrammer en soi, que ce soit des rapports avec la nourriture, avec les gens, avec à soi, enfin, ça va... voilà, on peut faire plein de choses, enfin, voilà, on peut accompagner plein de choses en état élargi de conscience. Au début du siècle dernier, on comparait souvent l'hypnose en un outil de manipulation entre l'hypnotiseur et son sujet. L'hypnose dont vous parlez ne ressemble en rien à ce type d'hypnose. Quelque part, tout peut être de la manipulation. Et on peut beaucoup plus facilement, ça c'est intéressant vraiment de le savoir, manipuler quelqu'un en état ordinaire de conscience,
qu'en état élargi de conscience. Parce que l'inconscient, en état d'hypnose, il va avoir plein de sonnettes d'alarme. C'est-à-dire que quelqu'un en état d'hypnose ou de sophrologie, enfin, voilà, de détente, va être en vigilance. L'inconscient va être en vigilance. C'est-à-dire que si la personne qui accompagne va suggérer quelque chose qui n'est pas moral, qui ne va pas avec les valeurs de la personne, ou quelque chose qui n'est pas positif, bienveillant pour la personne, ça va la réveiller, ça va la faire sortir en fait de cet état. Mais ça, je peux vraiment le dire, je l'ai expérimenté, on sort vraiment de cet état d'hypnose. Et en état ordinaire de conscience, on peut manipuler les gens de plein de façons différentes. Hein, on apprend des choses des fois dans le côté commercial d'ailleurs, on ne met pas les gens en hypnose, mais ça peut être des moyens de manipulation. Et après, la manipulation, ça peut être une sorte de manipulation. Par exemple, en hypnose, la personne va nous dire « je veux travailler là-dessus, justement, je veux expérimenter le pardon, je veux me libérer, je veux guérir ». Ça va être en fonction de ce qu'elle va vouloir pendant la séance. On va suggérer, moi j'utiliserai pas le terme manipuler, mais on peut voir ça comme une manipulation, mais consciente, volontaire, avec le souhait de la personne. Et c'est comme tout. Tout peut être un outil qui peut être, on peut utiliser à bon escient ou à mauvais escient. On peut avoir deux intentions différentes avec un couteau, on va couper du pain ou on va tuer quelqu'un. Enfin, voilà, c'est vraiment l'intention qui va être importante. Alors, si je comprends bien, l'outil que vous utilisez, l'hypnose, entre guillemets, est, selon vous, un des moyens d'accès à la prise de conscience de notre inconscient. Tout à fait. C'est ça. L'hypnose et la sophrologie, enfin, oui. Voilà, l'EMDR, vraiment il y a différentes méthodes. Mais déjà, voilà, le simple fait de faire la démarche, d'aller voir quelqu'un, de se faire accompagner, aider, parce que même si on a déjà les ressources en nous, on est interdépendant quand même des autres. Enfin, on a besoin d'un moment donné d'une aide extérieure. Enfin, besoin en tout cas, ça ne peut être que bénéfique d'avoir une aide extérieure pour gagner du temps, pour conscientiser des choses, pour éclairer, mettre des choses en lumière, avoir des prises de conscience. Effectivement, c'est des facilitateurs et des accélérateurs. Est-ce que vous pouvez juste préciser, peut-être c'est intéressant, la distinction entre l'hypnose et l'auto-hypnose? L'hypnose, en fait, c'est la même chose, sauf que l'hypnose, on va dire que c'est dirigé... Avec un tiers? Un tiers va mettre la personne en état élargi de conscience. Donc elle va se laisser porter par les suggestions. Donc plus elle va être en confiance, plus ça va être efficace, parce que plus l'inconscient va lâcher prise. L'auto-hypnose demande un petit peu plus de vigilance. En sophrologie, c'est un peu de l'auto-hypnose, parce que le but, c'est d'être autonome avec des outils donc inspirés du yoga, du zen et du bouddhisme, et de l'hypnose. C'est des outils pour entrer soi-même en état élargi de conscience, et par le biais de visualisation, entre autres, pouvoir changer de perception des choses. Voilà. Donc, une question qui suit automatiquement, qui jaillit, quel serait le rapport avec l'état élargi de conscience qu'un certain nombre d'outils permettent de trouver et le pardon? Eh bien... Pourquoi, quand on serait, entre guillemets, en état élargi de conscience, on découvrirait une autre notion du pardon que celle qu'on a en état basique? Parce que l'état élargi de conscience permet d'être plus conscient, justement, de l'interconnexion entre nous tous, entre les êtres, enfin entre tout ce qui est d'ailleurs, que ce soit les animaux, les plantes, enfin, tout est en lien.
et connecté, qu'on en soit conscient ou non. Mais là, on en prend conscience en état élargi. Enfin, en tout cas, on a plus facilement tendance à en prendre conscience. Et du coup, notamment dans cette expérience de mort imminente que vit Mélina, donc cette jeune femme, qui va se retrouver dans le corps de son agresseur, où là, elle va pardonner parce qu'en fait, elle va avoir aussitôt de l'enfer dans lequel il vit, et qu'il n'est même pas conscient de ce qu'il fait, etc. Mais elle, à côté de ça, en parallèle, elle sait que elle a une connaissance infinie à ce moment-là, elle sait qu'elle devait vivre ça à ce moment-là pour son chemin d'évolution. Voilà. Donc, Est-ce qu'on peut dire qu'en état élargi de conscience, la personne qui aurait été victime d'un agresseur découvre que l'agresseur, c'est une autre partie d'elle-même? oui. Quand on élargit, alors il y a différents. L'état élargi de conscience, on va ouvrir des portes aussi. Les portes vont s'ouvrir, vont s'élargir progressivement. Donc après, on va pas tout de suite forcément être conscient de ça si on vit pas une expérience comme elle, comme Mélina. Mais effectivement, plus on ouvre les portes et plus on comprend que tout est lié, que tout est relié, les êtres, les situations qu'on attire, vraiment qu'on en soit conscient ou non. Mais c'est pour ça que c'est bien d'être conscient, de ne pas du coup se sentir coupable. Il n'y a pas de coupable, mais responsable. Oui. La notion de coupable, de toute façon, ça n'existe pas. C'est avec la notion de péché qui a été créée de toutes pièces par les religions, par le christianisme. D'ailleurs, ça n'existe pas, ça c'est intéressant, quand même de savoir que ça n'existe pas, le péché dans la langue originale, en arménien. Le péché n'existe pas. Ça veut dire manquer sa cible à la base. Oui. Et du coup, ça n'a plus rien à voir Parce que avec... manquer sa cible, ça peut être une expérience. Voilà, manquer sa cible, ah bah là, c'est pas juste. Donc, il va falloir réajuster, mais là... On est loin du côté coupable. Ah bah oui, il y a plus mais du coup, il n'y a plus de pardon, parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus besoin de pardon, justement. C'est au-delà de ça, voilà. C'est vraiment la compassion. Le pardon était totalement inventé dans cet univers hors conscience expansée. Voilà, c'est ça, du coup. S'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de besoin de pardon, en fait. Oui, oui. Ça, c'est effectivement quelque chose de très important qui sera peut-être intéressant de développer, car dans votre livre, c'est ce que Mélina va effectivement expérimenter et pratiquer à travers ses interviews, à travers ses rencontres. Après, le monde pour elle a changé. Oui. Elle n'a plus du tout la même conscience des choses et elle a envie de transmettre ça. En fait, elle a envie de réveiller les gens dans un sens, de les aider. C'est pour les aider, c'est pas pour... c'est parce qu'elle a compris, pour elle, en vivant ça, que la seule chose qui nous rend prisonniers, c'est la rancœur et la culpabilité et tous ces poisons. C'est la seule chose qui nous rend vraiment prisonniers et qui fait qu'on voit les situations extérieures comme des bourreaux. Et du coup, là, elle a vu autre chose. Hein. Elle a vraiment vu plus loin. Et du coup, elle a ces révélations-là, qu'il faut se libérer de ça, de la culpabilité et de la rancœur, qu'il faut pardonner. Mais c'est sa à la mission limite, il ne faut même plus pardonner. Voilà, disons que faut voir les choses différemment. Voilà, donc on pourrait presque dire le pardon, un nouveau regard à travers les yeux de Mélina. Oui, voilà, ouais. Et qui, avec quelques outils, on peut accéder à l'état de conscience de Mélina sans pour autant devoir mourir. Voilà. Et aussi, ce qui est intéressant de dire, il y a des gens qui expérimentent cet éveil, cette prise de conscience de manière fulgurante, mais aussi sans forcément faire une expérience de mort imminente. Il y a d'autres choses qui peuvent se produire, d'éveil de conscience, on parle de Kundalini ou de choses comme ça, où
on change de paradigme assez rapidement. Il n'y a pas forcément voilà, de faire une expérience de mort imminente. On peut faire une expérience de vie imminente. Voilà. Oui, faux départ pour un nouveau départ, quoi. Voilà. Bon, alors, donc, on pourrait résumer, à travers ce livre, qui est un roman initiatique, Mélina découvre l'expérience du pardon, qu'elle n'avait pas prémédité, et vous avez mis, vous, la narratrice qui raconte l'histoire de Mélina, vous avez mis en place un nombre d'outils, dont l'hypnose, la sophrologie, au service de celui ou de celle qui a envie de suivre ce chemin-là et découvrir ce qui nous apporte une sorte de solution de paix. Oui, voilà. Moi, ça reste le pardon, l'axe principal de mon activité, de ma vie, de mes écrits parce que pour moi, c'est quand même la clé, quoi. Et mais le pardon vu avec les yeux de Mélina. Voilà. Alors après, il peut y avoir des étapes aussi, parce que c'est comme l'allégorie de la caverne de Platon, que je reprends aussi dans mon livre, parce que c'est vraiment Oui. bien éclairant et ça aide à conscientiser les choses. Mais quand le prisonnier enchaîné depuis toujours avec ses frères, qui voit les ombres de la caverne, enfin voilà, les ombres de l'extérieur sur les murs de la caverne, qui vit dans l'obscurité, enchaîné, prisonnier, et qui un jour se détache et voit, il sort, Et voit le soleil qui l'éblouit, voilà, il ferme d'abord les yeux. Il ne peut pas ouvrir les yeux. C'est trop, c'est même, il n'arrive pas à concevoir déjà, et en plus c'est trop éblouissant, quoi. La lumière d'un coup, c'est même confusionnant. Bah là c'est pareil aussi, il peut y avoir des étapes donc d'expérimenter déjà, enfin de déjà se poser la question par rapport à cette notion de pardon, d'avoir moins de lâcher quelques résistances, de se dire bon bah peut-être que pour l'instant j'en suis pas capable, mais et si déjà je pouvais me poser la question, vraiment, regarder ça en face, écouter des témoignages là-dessus, enfin commencer à ouvrir les yeux doucement par rapport à cette nouvelle perception, quoi. Voilà, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant. En un mot, peut-être pour essayer de conclure cette phase-là, le pardon serait-il quelque chose qui est propre à une notion d'un monde fermé, d'une sorte d'illusion de la caverne, pour reprendre cette image, qui, une fois sorti de la caverne, par les outils, aidé par les outils dont on vient de parler, nous permettent enfin de vivre libre et en paix. Bien sûr, oui, parce que c'est ça le but, c'est de sortir de la souffrance du monde, en fait, et chercher un peu, du coup, au cœur de cette souffrance, la raison, voilà, aller un peu en profondeur dans le cœur des choses, et voir que cette souffrance, elle est due d'une manière ou d'une autre, mais à l'illusion de la séparation. Donc une certaine nuance Ouais, voilà, de ce qu'est la vie, quelque part. C'est ça, de ce qu'est la vie, et du fait que si j'entretiens de la rancœur avec la personne qui est en face, avec mon frère, je continue à en entretenir envers moi. Et du coup, je ne peux pas, moi, guérir cette souffrance si je continue de la projeter sur l'autre. Et si je continue à faire croire à l'autre, finalement, qu'il est coupé de sa source, qu'il est entretenir de la rancœur envers quelqu'un, c'est le conforter dans l'idée qu'il mérite de la souffrance. Donc si on pardonne, on libère l'autre, mais on se libère soi aussi, Oui, en miroir, forcément. En miroir, voilà. puisque l'autre est un visage de nous-mêmes. Bon, écoutez, je crois, rendez-vous sur ce livre, avec ce livre, et puis si vous voulez aller plus loin, rendez-vous avec Amélie pour un petit voyage dans le pays des souvenirs. Avec grand plaisir. Merci Merci Bernard. Amélie. Merci.